Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux d'être des vôtres dans le cadre de nos émissions sur KTL TV Gabon. Nous recevons ce matin le professeur Ondo Oussa, Albert Ondo Oussa, fidèle catholique, professeur d'université et avec qui nous allons nous entretenir sur des questions d'actualité partant de sa vie. Nous sommes heureux ce matin de recevoir ici à la Maison catholique des médias, pour le compte de Cathol TV Gabon, le professeur Ondo Oussa. Professeur, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes chrétien catholique, homme de science, et nous voulions vous entendre parler de vous. C'est pas aisé de parler de soi, mais bon, parler de moi, il n'y a pas grand chose à dire. Je suis Albert Ondo Oussa, je suis né le 17 juillet 1954 à Mimvoul. Très jeune, j'ai été baptisé parce que j'ai commencé ma scolarité chez mes oncles, c'est à la mission catholique. Et j'ai été baptisé à la naissance, j'ai reçu ma première communion, j'ai été à Mimvoul aussi, ma première communion. J'ai eu la confirmation à Mimvoul. Et puis très jeune, je suis venu à Libreville et au collège Monsieur. Et là, j'ai eu la communion solennelle au séminaire Saint-Jean. Et puis voilà, j'ai fait ma scolarité là, au collège dessus. J'étais gessiste, oui. Gessiste et président du comité école du droit de Bessieux. À un moment donné, j'ai succédé à Jean-Philippe Oyonneau, si je me rappelle bien. Et puis, quand il est parti en France, et puis voilà, je suis depuis que je suis rentré de mes études en France, paroissien de Sainte-Marie, voilà. Je suis marié à l'église, voilà. Et je suis chrétien catholique pratiquant, voilà. Bon, maintenant, ma vie professionnelle, je suis professeur, voilà, professeur d'économie, en poste à l'université au Marbourg de Libreville. Voilà ce que je peux dire de moi. Professeur à l'université Omar Bongo de Libreville, et vous êtes aussi, vous donnez le cours dans d'autres universités en dehors de cette université nôtre? Oh, bien sûr, durant ma carrière, j'ai connu de grandes universités. J'ai été en Asie, j'ai été en Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud depuis que je n'ai pas été, mais en Asie, en Amérique du Nord, aux États-Unis, bien sûr, en Europe, essentiellement en France, en Suisse. J'ai été dans plusieurs universités comme professeur invité, et voilà. Et j'ai exercé une carrière internationale, à mon avis, satisfaisante. Voilà. Tout à l'heure, en vous regardant parler de votre jeunesse au séminaire Saint-Jean, venu de Mimvoul, au collège Bessieux, il y a la GEC. Oui. Le voir juger, agir, et vous êtes encore aujourd'hui? Ah, il est resté des choses. Bon, voilà, je suis âgé. Bon, jeunesse étudiante chrétienne, on est jeune. Ce qui m'est resté à l'époque, j'ai un souvenir qui m'est resté quand on faisait passer un genre de probatoire pour être gessiste. Alors on vous posait une question, et c'est même une belle sœur qui m'avait interrogé, et puis je ne savais pas quoi dire. Et la réflexion qu'il fallait avoir, c'est qu'à chaque instant, il faut se poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Comment Jésus aurait agi aujourd'hui?
Et ça me poursuit partout, c'est-à-dire véritablement, dans ma conscience, j'ai toujours ce réflexe. Comment est-ce que Jésus aurait agi? Et quand je me regarde par rapport aux actes que je pose quotidiennement, je me dis, bon, est-ce que véritablement Jésus aurait agi de cette manière-là? Voilà. Bien, c'est Jésus qui aurait agi de quelle manière? Dans la page d'évangile d'aujourd'hui, tirée de Saint Matthieu, le Christ Jésus, il nourrit la foule, une foule immense, venue à lui, l'écouter. Et il se dit en lui-même que s'il laisse cette foule partir, elle va défaillir. Et là, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alors comment est-ce que vous, professeurs, vous, chrétiens catholiques, dans la recherche de l'agir de Jésus, aujourd'hui, on peut penser à donner aux hommes et aux femmes de notre temps à manger? Eh bien, je crois que la première chose, c'est de prêcher par exemple. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai rien reçu que je n'ai mérité. Je n'ai rien de ma vie, je n'ai rien reçu que je n'ai mérité. Je me suis toujours mis dans une position où il fallait travailler. Le travail et la réussite étant le fruit de l'effort. Et quand je vois effectivement ma vie, je me suis donné pour bien faire ce que j'avais à faire, avec des échecs naturellement, et c'est humain, mais c'est cela, travailler pour mériter son temps. Et là, je pensais à Saint Paul précisément, qui parle à ce sujet, que il faut mériter ce qu'on a. J'ai travaillé pour n'être à la charge de personne. Voilà, donc c'est cela. Et c'est cela que j'essaie de répandre dans mon milieu, dans mon entourage, faire en sorte que précisément la réussite soit le fruit de l'effort, sans tricher, sans trafic. Et prendre conscience que si à un moment donné on gère la chose publique, on doit la gérer en sachant que c'est un bien commun. Ce n'est pas un bien personnel. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Professeur, vous observez un silence et nous vivons depuis 8 mois une pandémie, la Covid-19. Et dans les efforts qui ont été consentis et organisés en faveur du peuple gabonais, il y a eu la distribution par certains de la nourriture. Mais un effort sans doute qui n'a pas été mesuré en pensant que la Covid allait disparaître au jour au lendemain. Et aujourd'hui, les Gabonais ont faim. Que dire à vos frères, puisque l'administration c'est la continuité, afin que ceux qui dirigent aujourd'hui puissent prendre soin de ces frères et sœurs qui ont perdu l'emploi, qui vivent sans espoir. C'est assez difficile de se prononcer sur un tel sujet. Ce que je sais, c'est que j'ai pas souvent été en accord avec mes convictions, parce qu'il y a la notion de don qui a pris une mauvaise tournure dans notre pays. Et je n'ai jamais soutenu cette notion de don. Pourquoi? Parce que un État a la responsabilité de s'occuper de ses concitoyens, de gérer la chose publique au bénéfice de ses concitoyens. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu une substitution. L'État
à substituer à la gestion qu'on doit faire de la chose publique pour véritablement améliorer les conditions d'existence des concitoyens, on a substitué le don. La réaction que moi j'ai eue quand j'étais membre du gouvernement, je n'ai jamais fait de don nulle part. Non, ce n'est pas le don. L'État dispose des moyens. Certes, les moyens ne sont jamais suffisants, que ce soit des moyens individuels ou des moyens collectifs. Mais tout le problème réside dans la programmation, dans la location optimale des ressources. C'est-à-dire, véritablement, si on ne peut pas faire aujourd'hui, on en fait un tout petit peu aujourd'hui, un tout petit peu demain, un tout petit peu après-demain. Donc, véritablement, c'est cela. On n'est pas obligé de faire tout au même moment. Et je dois dire en ce qui concerne la pandémie, je ne pourrais pas être prolixe à ce sujet pour une raison bien simple, parce que soumis à une obligation de réserve. J'ai été consulté par le gouvernement, mandaté par le Premier ministre pour faire une étude là-dessus. On en a demandé deux. Une sur l'impact économique du choc sanitaire, une autre sur la manière de relever l'économie gabonaise. Et en ma qualité, effectivement, de technicien, de consultant, je n'ai pas le droit de révéler, même si le gouvernement n'est pas venu chercher ce qu'on m'a commandé, mais je n'ai pas le droit de le révéler, en espérant toujours, effectivement, que le gouvernement viendra chercher ce qu'on m'a commandé et qu'en retour, je serai payé en conséquence. Donc, véritablement, je serai, mais je dis que tout est possible. Tout est possible. Sauf qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et c'est ce que je l'ai dit à un instant. Il faut prendre date et programmer au fil du temps des actions. Il est impossible, à mon sens, d'éradiquer le mal, d'éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas possible. D'éradiquer le chômage. Non. Mais ce que on apprend en économie, c'est qu'il va falloir, avec le temps, diminuer le nombre de pauvres, le taux de pauvreté, diminuer le taux de chômage. Et là, on se fixe en termes d'objectifs. On dira qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage à 40%. Peut-on, dans un an, passer à un taux de chômage à 15%? Dans 3 ans, passer à un taux de chômage à un chiffre. C'est ainsi que les objectifs se fixent dans la majorité des pays. Et le peuple qui n'est pas dupe verra effectivement qu'on est parti de 1000 chômeurs à 800 chômeurs. Et les autres espèrent. Étant chrétiens, nous vivons d'espérance. Donc, on va passer de 800 chômeurs à 600 chômeurs, à 400 chômeurs, etc., etc. Donc, véritablement, c'est cela la progression. Faire des choses, les programmer au fil du temps et consente qu'il y a une action qui est mise en œuvre et qu'il y a des effets de cette action. Si vous aviez 10 chômeurs dans la famille et qu'il y en a déjà 5 qui travaillent, la famille prend date. Tout le monde était assis à la maison. Nous avons déjà 4 personnes qui travaillent. Et ces 4 personnes peuvent tout à fait bien s'occuper du reste de la famille et avec une évolution. Donc, véritablement, s'il n'y a pas de conseil à donner, on appelle ça en français des politiques, en anglais c'est les policy makers, c'est-à-dire véritablement ils posent des actes et généralement quand on est en dehors, on n'a pas tous les éléments d'appréciation d'une action. Il reste que, étant technicien, vous pouvez effectivement être un outil de la décision pour dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas juste. Vous avez évoqué tout à l'heure ce que j'avais dit à l'occasion de l'élection présidentielle de 2009. Là, j'étais candidat à l'élection présidentielle, donc le politique parlait.
avec toute la compétence technique, bien évidemment. Je m'en suis expliqué à Paris en disant que il fallait que je le dise. Parce que Dieu m'a donné la chance de faire les études. Dieu m'a donné l'intelligence de comprendre comment l'organisation économique se fait. Il m'appartenait en tant que chrétien de dire la vérité aux Gabonais. Que si vous n'y prenez garde, voilà ce à quoi vous allez vous attendre. Bien évidemment, on m'a tourné en bourrique, on m'a insulté, mais c'était le prix à payer. Et puis, étant chrétien, Jésus a été insulté. Mais je disais à Paris en 2015 que tous les Gabonais de ce point de vue me donnent raison aujourd'hui. J'aurais eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que je suis un patrimoine national et je suis assermenté. Quand je dis quelque chose, on doit considérer que véritablement, c'est mes recherches, c'est mes capacités techniques qui permettent de le dire. Bien évidemment, chacun avec sa personnalité. Je suis peut-être véhément, mais ça, c'est mon caractère. J'essaye effectivement d'être autre chose, mais on ne peut pas être autre chose en dehors de soi. Chacun de nous a sa personnalité. Professeur, parlons un peu de la fuite des cerveaux. Vous êtes dans le monde intellectuel et vous vous rendez compte que non seulement la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert, ne pas dire un mouroir, pour tant d'Africains qui essayent de fuir la souffrance, de penser réaliser un rêve, celui d'arriver en Occident afin d'avoir une vie meilleure. Mais le Gabon n'est pas épargné, même s'il n'y a pas de morts gabonais dans la Méditerranée, mais on se rend bien compte que beaucoup de Gabonais quittent le Gabon pour chercher un peu de liberté, pour se faire un peu plus les poches, avoir une vie meilleure. Et vous, comme père de famille, comment voyez-vous cette situation? Pour le pays, il faut regarder la situation de deux points de vue. Au plan familial et individuel tout d'abord, au plan national ensuite. Je commencerai par le plan individuel. J'ai aujourd'hui 3 de mes filles qui sont en France, qui ont terminé des études et qui travaillent. Bien, c'est pas gai pour moi. J'aurais bien aimé avoir mes filles à Libreville, en train de travailler. Elles ont fait de bonnes études. Mais je me bouge le nez. Pourquoi? Parce que j'accepte une situation de fait. Elles sont là-bas, employées, mais elles ont vu une vie régulière, ce qui ne serait pas le cas ici. Notre pays n'est pas organisé pour accueillir des intellectuels d'un certain niveau, au point qu'individuellement ils font la balance. Faut-il rentrer ou faut-il rester en Occident? La majorité d'entre ceux qui sont techniquement bons préfèrent travailler là-bas, où ils ont une assurance, où ils ont une qualité de vie, où ils ont effectivement un meilleur revenu et où ils sont appréciés par rapport à leur qualification, même si le racisme règne dans ce pays. Rendus à Libreville, ils n'auraient pas le traitement qui leur convient. Parce que, effectivement, la pratique, c'est une répartition des rentes. Plus vous faites allégeance au pouvoir, mieux vous avez effectivement une place. Même si. Et on arrive à des situations aberrantes, où vous avez 2 individus ayant eu une scolarité, l'un ayant échoué, l'autre ayant été brillant. Celui qui est brillant est assis à la maison, et celui qui a échoué, c'est celui qui a un poste. Donc, autant de frustrations au plan individuel qui font en sorte que, véritablement, on accepte que ces enfants restent à l'extérieur. Mais sur le plan national, c'est une perte. Le pays a besoin de toutes ces ressources humaines, qui sont qualifiées. Un pays ne peut pas se développer sans ressources humaines qualifiées, ce n'est pas possible.
c'est Baudin qui disait il n'y a de richesse que d'or. Par conséquent, il faudrait qu'il soit mis en place une politique d'insertion des gens qui sont dans la diaspora. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils y sont. Je vais vous dire une chose personnelle. Il y a ma fille qui, tous les 6 mois, pique une crise. Elle a envie de rentrer. Là, sa mère lui dit, ben rentre. Tu viens de t'asseoir à la maison, ou alors tu auras des déboires de plus haut niveau. C'est dire que ce n'est pas des situations acceptables. Et ce que nous souhaitons, c'est que les gouvernants se penchent sur cette question. C'est une question d'ensemble. Comment intégrer la diaspora? Comment, c'est toute une politique à mettre en œuvre. Faire en sorte que nous, jeunes, brillants, qui sont à l'extérieur, employés dans les grandes entreprises, employés dans le secteur public à l'extérieur, puissent se mettre résolument au service de leur pays. Et le Gabon en souffre. C'est une politique à mettre en place. Professeur, je voudrais jeter un regard avec vous sur l'école aujourd'hui. Hier, c'était 6 jours de cours. Aujourd'hui, c'est 2 jours de cours ou 3 jours de cours. Problème, pandémie, Covid-19. Comment vous vivez cela? Je le vis très très mal. Très très mal par rapport à mon parcours, par rapport à ma jeunesse, par rapport à ce que j'ai vu à l'extérieur lorsque je suis allé faire des études en France, par rapport à l'expérience que j'ai eue dans la majorité des universités africaines, aussi bien francophones qu'anglophones où j'ai été. C'est catastrophique. La pandémie du Covid-19 frappe le monde entier. Aucun pays n'est épargné. Mais regardons comment les autres, effectivement, jouent. Quelle est leur manière d'opérer? Comment est-ce qu'ils prennent à cœur les problèmes de l'avenir de leur pays qui passent par la scolarisation des enfants? Et là, on va se rendre compte qu'il y a une différence. On a l'impression que l'école devient une préoccupation de seconde zone par rapport à ce qui se fait ailleurs. Or, j'étais avec des journalistes l'autre jour, j'évoquais les dragons asiatiques, j'évoquais les nouveaux pays industriels qui véritablement ont pris pour option de devenir des pays émergents dans 50 ans, à l'horizon de 2 générations. Mais ces pays ont investi dans la formation au primaire, au secondaire et au supérieur, au point qu'aujourd'hui, ils ont des techniciens de haut niveau dans tous les compartiments et ainsi, ils évoluent. Donc, véritablement, c'est grave pour notre pays de voir que le système éducatif aura des pâquerettes. Voir que la formation est au second rang. Alors que précisément, tout gouvernement, quel qu'il soit, devrait avoir pour priorité, effectivement, la formation. Alors, de manière plus pratique, et je l'ai dit dernièrement, que l'année blanche a été décrétée en 93. J'appartenais au syndicat, au SNEC à l'époque, le SNEC original. Mais si on fait le bilan aujourd'hui, on se dit objectivement, vaut mieux effectivement avoir une année mal faite qu'une année non faite. Mais à condition que le gouvernement prenne date. Lorsque on est face à une pandémie comme la nôtre, on se rend compte que dans les autres pays, on a imaginé les choses. Donc, l'enseignement, la formation à distance. Et cette formation à distance, elle ne se décrète pas. Il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Vous m'avez dit tout à l'heure, en préliminaire, comment vous avez créé effectivement ce tableau à la suite des difficultés qu'on avait à célébrer les messes.
Ce qui veut dire qu'à chaque problème, il y a une solution, mais il faut la bonne solution. Vous avez eu la solution, mais l'évêque vous a accompagné dans cette solution. La formation à distance, il faut que le gouvernement accompagne. C'est possible. Le téléenseignement existe. C'est possible. On peut avoir d'autres formules. Il y a tellement de formules. Surtout que nous sommes un petit pays. Alors, ce qui gêne souvent, c'est que quand on est au Gabon, on a l'impression qu'on est 25 millions comme les Camerounais, 25 millions comme les Ivoiriens. Mais non. On est un petit pays. Moi, je ne suis pas les chiffres officiels. Moi, je fais des statistiques. Je dis, on n'est pas plus d'1,5 million Gabonais. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire en termes clairs que ce n'est même pas une grande entreprise. Ce n'est même pas une ville moyenne. Ce qui veut dire qu'on peut scolariser nos enfants à condition qu'on en fasse réellement une priorité. Et les solutions existent. La deuxième chose qu'il faut déplorer, c'est que on a des gouvernants qui ne vont pas souvent rencontrer les techniciens ou ceux qui savent de quoi on parle. J'ai salué quand le Premier ministre m'a appelé, tout de suite j'y suis allé. Parce que c'était étonnant déjà qu'il m'appelle. Il m'a appelé, je suis allé. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Le Premier ministre m'appelle. Bien, il m'a demandé un travail, je l'ai fait. Mais on a l'impression qu'on se limite aux effets d'annonce. Mais non, un pays ne peut pas se limiter aux effets d'annonce, car nous avons une population à nourrir. Nous avons des jeunes qui ont soif d'apprendre. Il faut réorganiser tout ça et je pense que les solutions existent. Je n'ai pas de conseils à donner, mais si j'étais effectivement à la place des dirigeants, je ferais autre chose que ce qu'ils font maintenant. Parce que l'une des priorités, il y a deux priorités dans un pays, c'est la santé, c'est la formation. Et à partir de ce moment-là, le Gabon a suffisamment de moyens potentiels pour orienter prioritairement ces moyens vers ces deux secteurs. Professeur, avant de terminer, je voudrais partir du préambule de la constitution de notre pays. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Nous venons de vivre des mois difficiles pour nous comme prêtres de célébrer sans vous, les fidèles laïcs, et vous aussi de pouvoir prier à la maison sans être dans les églises parce que les lieux de culte étaient fermés. Et depuis le 25 octobre, suite à la rencontre de nos pères évêques à Oyem, nos églises ont retrouvé leur ferveur, même s'il y a le nombre de 30 qui est gênant. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette période sans Eucharistie? Difficile pour un chrétien. Très difficile. D'autant plus difficile que l'arbitrage est compliqué. Il y a la pandémie, c'est vrai, mais il y a le fait qu'un chrétien nourrit son esprit par l'Eucharistie. Il y a le fait que nous sommes dans un pays où il y a à peu près 30% de pauvreté absolue. 30% de pauvres. Quand vous êtes pauvre, ce qui vous reste, c'est l'espérance. Et l'Église apporte beaucoup. Je pense que plus qu'on ne pense. Si l'Église n'existait pas, peut-être que la guerre civile existerait dans ce pays. Mais quand nous nous retrouvons dans les églises, différentes communautés, différents ennemis, ils se tissent des liens impensables, incroyables. Au point que véritablement il y a une communauté de vie. On peut vivre la vie chrétienne à la maison, mais ça n'a rien de commun avec ce qu'on vit à l'intérieur de l'église, surtout si on est pratiquant. On appartient à des groupes, on appartient à des groupes de prière, et là, véritablement, c'est quelque chose de fantastique. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles notre pays tient encore, c'est cela. Alors, être coupé de cela,
c'est très 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 grave. Ne pas nourrir l'esprit, c'est très grave. Mais ayant conscience de l'existence de la pandémie, on aurait tranquillement demandé aux évêques de donner, de dire ce qui a lieu de faire en concertation avec le gouvernement. Et ce que je déplore précisément, c'est que notre pays ne se conforme pas au mode moderne de gestion des États. Le mode moderne de gestion des États, c'est qu'on constate tout d'abord que le gouvernement n'est pas le seul acteur. Il y a différents acteurs. Et chacun de ces acteurs a un rôle à jouer. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une concertation. Le gouvernement, avant de prendre une décision, doit dealer avec les différents partenaires à la décision. Donc pour prendre une décision, dire qu'il n'y a plus d'église, non, on doit dealer avec les évêques, avec les prêtres. Et je suis sûr qu'ils auraient trouvé une solution satisfaisante pour tous. C'est-à-dire prendre les mesures de précaution nécessaires, mais également permettre à la communauté chrétienne de pouvoir se retrouver. C'est tout à fait possible. Et je dis, c'est ce que je déplore. Je le déplore d'autant plus que notre pays a des problèmes, des crises graves. Aucun dialogue social, aucun dialogue, véritable dialogue. Pourquoi? Parce que un dialogue suppose deux choses. La première chose que permet un dialogue, que suppose un dialogue, c'est le respect de la parole donnée. La deuxième chose que permet un dialogue, qui conditionne un dialogue franc, c'est le respect des engagements pris. Or, malheureusement, on est coutumier du fait que le gouvernement prend des engagements et ne les respecte pas. Hein? On est coutumier du fait qu'on ne tient pas compte, qu'on parle de politique publique aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la décision. Je donnais l'exemple, et cet exemple que je donnais à la presse il y a 3 semaines s'est révélé juste. Le ministre décide d'une rentrée et les syndicats décident d'une autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de concertation ensemble. Or, tout le monde y perd. Il faudrait que le gouvernement tienne compte qu'il y a des partenaires absolument dans tous les pans de la vie qu'il faut consulter. Et à partir de ce moment-là, on prend des justes décisions. C'est des décisions qui font le bonheur de tous. Bien évidemment, toujours un coup d'opportunité, mais au moins la majorité y trouvera son commentaire. Professeur, nous saurons comment vous dire merci. Nous allons terminer cette rencontre avec vous. Dimanche 6 décembre, il va y avoir un événement. Professeur, dimanche, Monseigneur Ribaba sera, non seulement il a été installé le 12 avril dernier, après avoir été nommé le 12 mars, et là il va recevoir le pallium le 6 décembre. Alors, cet événement, comment vous le vivez? C'est un grand événement et on le vit d'abord en chrétien. Au plan individuel, c'est se mettre en prière pour ce nouveau pasteur de notre Église. Qu'il soit à la hauteur des espérances et qu'il puisse effectivement être notre berger. Le berger du peuple gabonais, du berger du peuple chrétien, le berger du peuple de Dieu. Ensuite, priez pour toute l'Église gabonaise, les prêtres, les pasteurs, les diacres, les religieuses et religieux, en sachant que l'Église a beaucoup été critiquée ces derniers temps. Et on l'accusait effectivement de ne pas se préoccuper de la misère des Gabonais, de ne pas se préoccuper de la situation des Gabonais et d'être plutôt complaisante vis-à-vis du pouvoir en place. D'autres, comme moi,
nous sommes restés dans un mutisme en disant, bon, nous ne critiquons pas l'Église, elle est millénaire et qu'il peut y avoir, comme dans toute vie, des hauts et des bas. Ce qui fait que lorsqu'il y a un nouvel archevêque, le peuple chrétien est heureux et lui souhaite bonne chance. Qu'il prenne à cœur les difficultés de notre pays, qu'il sache être l'interface entre le peuple et le pouvoir. Cette interface permettra, ça peut être le support d'un véritable dialogue social qui est fondé sur le respect d'autrui, sur le respect de la personne humaine, sur le respect des engagements pris, que ce soit des engagements verbaux ou des engagements écrits. Donc, nous attendons, le peuple chrétien, beaucoup de notre évêque et nous allons prier et nous continuons à prier pour qu'il y ait véritablement un grand ministère qui puisse permettre à l'Église gabonaise d'être la lumière du peuple de Dieu. Merci, professeur Ondorosa. Albert est votre prénom, que Saint Albert le Grand daigne aussi, puisque il y a 2 dimanches, nous avons célébré la fête de Saint Albert le Grand, même si le dimanche était en prioritaire, il a été d'abord le dimanche, mais c'était Saint Albert qui l'intercède pour vous aussi et vous protège. Merci mon Père. Merci.